Dans l'actualité des idées aujourd'hui, être ou ne pas être mère, ne pas vouloir d'enfant, fait-il d'une femme une suspecte? Le regard porté sur celles qui font ce choix a-t-il changé en 50 ans? Que mettons derrière le mot maternité et qu'est-ce que cela dit de notre société? Regard croisé autour de la grande table aujourd'hui avec nos deux invités. Marie-Jo Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, militante de la première heure au MLF, cofondatrice du mouvement Les Gouines Rouges. Votre dernier livre, La maternité symbolique, être mère autrement, est publié chez Albin Michel. Et Chloé Chaudet, bonjour. Bonjour. Avec nous à distance, vous êtes maîtresse de conférences en littérature comparée à l'université Clermont-Auvergne et vous signez « J'ai décidé de ne pas être mère », récit publié aux éditions de l'Iconoclaste. Marie-Jo Bonnet, vous l'écrivez dès la première page de votre livre. J'ai su dès l'adolescence que je ne me marierais pas et n'aurais pas d'enfant. Qu'est-ce que c'était de savoir cela et surtout de le dire pour vous à ce moment-là, à cette époque-là? C'était une manière de me dresser contre le modèle maternel, hein, c'était clair, hein, parce que ma mère avait investi toute son énergie dans le mariage et la maternité, alors que c'était une pianiste et c'était une artiste. Et j'ai compris quand même assez rapidement qu'elle avait sacrifié cet aspect-là d'elle-même, qui pour moi était le plus intéressant. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose qui m'avait touchée dès mon enfance. Et donc, et puis je voyais autour de moi toutes les femmes qui étaient sacrifiées dans la maternité. Et vous savez, c'était l'époque du baby-boom. Il fallait repeupler la France. Et ma grand-mère, elle, était née après la guerre de 14, donc pareil, il fallait aussi repeupler la France. Donc je suis dans une filiation matrilinéaire de femmes sacrifiées pour repeupler la France. Alors à un moment donné, je me suis dit, j'ai quand même autre chose à faire sur Terre. Il y a assez de femmes qui font des bébés, peut-être que j'ai le droit de faire mon œuvre, en fait, finalement, en tout cas d'écrire des livres, donc de prendre un autre chemin émancipateur. Nous étions au début des années 70. À l'époque, écrivez-vous, où j'entrais au mouvement de libération des femmes, guidée par un espoir immense, me libérer de l'emprise sociale, l'époque où les militantes lançaient une grande campagne pour la libre maternité. Qu'est-ce qui était alors entendu par libre maternité? Ah ben c'était un enfant si je veux, si je veux. Alors c'est ce qu'on a oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand je veux, mais un enfant, si je veux, quand je veux. Et ça a été fondamental parce qu'on était beaucoup, finalement, à ne pas désirer faire des enfants, puisqu'on était embarqués par une aventure extraordinaire, toutes ces femmes. On avait beaucoup de choses à faire. On était en train quand même de changer l'histoire, hein. Et donc, si vous voulez, on était tellement occupés que avoir des enfants, ça aurait été peut-être pas possible. Mais ça n'empêchait pas que parmi nous, il y avait des femmes qui avaient des enfants. Évidemment. Et en fait, les enfants, tout le monde s'en occupait. Vous voyez, c'était quelque chose de très ouvert. Enfin, par exemple, même chez les Gouines Rouges, il y avait des hétéros. Donc, on n'était pas parqués dans des identités figées, vous voyez. C'était très vivant. Et donc, ça nous paraissait évident. On avait été tellement conditionnés, il y avait une telle pression sociale. Il n'y avait pas que la pression sociale, il y avait aussi la psychanalyse qui nous disait que pour être vraiment une femme féminine accomplie, il fallait avoir un enfant. Donc, vous voyez, Beauvoir avait essayé de dissocier la maternité de la féminité, mais ça continuait encore à devenir une prescription sociale, en fait. Et comme on avait des doutes sur notre féminité, parce qu'être une femme, c'est quoi finalement? Vous voyez, c'était quand même la question qu'on posait. Donc, de se sentir accompagnée comme ça par beaucoup de femmes qui étaient dans le même état d'esprit, c'était vraiment un soulagement énorme. Chloé Chaudet, vous avez quasiment 40 ans de moins que Marie-Jo Bonnet, disons à peu près 35 ans de moins, puisque vous avez 35 ans et vous avez donc écrit ce récit « J'ai décidé de ne pas être mère », qui est un récit à la première personne sur votre choix, mais qui, dites-vous, ne concerne pas que vous. Pourquoi cette prise de parole et pourquoi le besoin d'en faire un geste plus large?
Oui, alors je pense que la première raison, c'est une volonté de partage, si ce n'est de transmission. Bon, parce que comme l'a souligné Marie-Jo Bonnet, hein, ça fait un moment, hein, que les féministes ou des penseuses et penseurs, d'ailleurs pas spécifiquement féministes, s'intéressent à la question donc de la construction des figures de la parentalité, des injonctions à la parentalité au sens large. Hein. C'est vrai que Beauvoir a quand même, a quand même quasiment tout dit, hein, à mon sens, hein, même si ces réflexions ont pu être prolongées après. Bon et depuis à peu près le début des années 2010, il y a, d'autres voix, hein, qui sont plus largement diffusées. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, hein, mais peut-être que d'autres voix, précédemment étaient un peu moins audibles, comme celle d'Édith Vallée, hein, notamment que je cite dans Mhm. mon livre, hein. Bon et disons que depuis les années 2010, il y a une sorte de renouveau ou en tout cas de partage auprès du grand public, de réflexion sur la charge parentale, qui serait plus spécifiquement, enfin qui pèserait plus spécifiquement sur les épaules des femmes, et puis les injonctions à la maternité. Alors notamment hein, chez Mona Chollet, Mm. Orna Donat, hein, dont je parle dans mon livre, Fiona Schmidt, hein, dont l'essai est un petit peu plus grand public. Et j'ai éprouvé une certaine déception voire une frustration de voir que ces ouvrages étaient finalement très peu diffusés au-delà des cercles de spécialistes. Alors ce que j'entends par cercles de spécialistes, ce sont soit les cercles académiques, soit les cercles féministes. Et j'ai eu envie en fait voilà, de donner à entendre une partie de ces voix, hein. Alors je n'ai pas du tout tout convoqué dans mon essai, hein. 240 pages n'auraient pas suffi. Mais voilà, j'ai eu envie de donner un petit peu plus d'écho à ces voix. Alors, en collaboration avec mon éditrice, hein, Charlotte Rothman, qui avec moi, voilà, a travaillé à essayer de construire alors une incarnation, hein, à essayer de faire passer un petit peu ces débats, de les diffuser en présentant le texte sous la forme d'un témoignage. Et voilà, donc le résultat, c'est quelque chose d'un peu hybride, d'un peu iconoclaste, hein. Pour le coup, le nom de mon éditeur correspond parfaitement à la forme et au contenu de l'ouvrage, afin voilà, de ne proposer pas, enfin, pas seulement un témoignage et pas uniquement une étude universitaire, mais d'essayer d'articuler un peu les deux, Mm. selon le grand slogan féministe, le personnel et politique, hein, qui s'est développé dans les années 60-70. Vous citez effectivement plusieurs figures, plusieurs travaux, et puis vous décrivez surtout, et c'est la partie témoignage, toutes les remarques qui vous sont faites, autant d'expressions d'incompréhension, de doute, d'incrédulité face à votre choix. Et parmi les figures qui sont citées dans votre livre, eh bien, vous l'avez déjà citée, elle est aussi dans le livre de Marie-Jo Bonnet. Il y a évidemment Simone de Beauvoir. Je crois que la première démarche que j'ai faite en tant que féministe, ça a été de signer le manifeste qu'on a appelé des J'ai 343 salopes, disant que nous avions avorté, Oui. où il y avait des noms connus et il y avait des noms beaucoup moins connus, mais dans l'ensemble, c'était une revendication des femmes pour l'avortement. Parce qu'on pensait que si nous disions que nous avions avorté, eh bien, on aurait dû nous arrêter, mais comme en fait, le gouvernement n'a pas osé nous arrêter, implicitement, il ferme les yeux sur la question. Et puis qu'on enlève à la femme la mauvaise conscience qui lui vient d'une manière atavique à travers sa propre mère, sa propre grand-mère. Bon, après ça, la maternité, pourquoi pas? Je pense que c'est une chose assez belle que de voir en effet naître, grandir, se développer un être humain. Mais tel que c'est aujourd'hui, c'est vraiment pour la femme un piège dans lequel elle ne peut que laisser sa liberté et son bonheur. La liberté, pourquoi pas? La maternité, pourquoi pas? Plutôt. C'est Dit intéressant Simone de ça. Beauvoir, voilà le lapsus. Simone de Beauvoir que nous écoutons 50 ans après le manifeste des 343. Vous en parlez bien évidemment, Marie-Jo Bonnet, dans votre livre du combat pour le droit à l'avortement, qui était, dites-vous, pour la majorité d'entre vous, une étape et pas un but. Le refus d'enfanter était une question essentielle, écrivez-vous. Comment était-elle traitée, cette question? Bah, le problème, si vous voulez, c'est qu'on en est resté là. Le manifeste des 343 a débouché sur le MLAC.
Et donc, il y a eu beaucoup de groupes qui se sont mis à faire des avortements clandestins parce que la méthode Karman a permis justement de le faire, étant donné que les hôpitaux refusaient de le faire. Vous imaginez pas ce que c'était à cette époque-là, parce qu'il y avait à la fois l'atmosphère de liberté sexuelle et en même temps, c'était les femmes qui devaient supporter tout le poids de cette liberté masculine, on pourrait dire, hein. Et donc, c'était profondément injuste. Et donc, il a fallu s'organiser. Les hommes, comment on pourrait les appeler, conscients, ont rejoint le combat. Il y avait des médecins. Et donc, tout le monde s'est focalisé sur l'avortement. Et puis, on a oublié la libre maternité. On l'a oublié en chemin. Parce qu'une fois qu'on a eu l'avortement, grâce entre autres à Simone Veil, mais Simone Veil, elle arrive après tout un mouvement de prise de conscience. Hein. Eh bien, une fois qu'on a eu ça, eh bien, vous voyez, la société s'est intéressée à autre chose. Alors le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement, donc qui était d'abord le MLA, puis le MLAC. Vous parlez de cette évolution effectivement dans votre livre Marie Jobonnet et Chloé Chaudet. Ce qui est intéressant, c'est que vous aussi vous parlez de ce moment, même si vous ne l'avez pas vécu, et que vous aussi vous trouvez que dans le slogan un enfant quand je veux, si je veux, il y a une partie qui a été un peu oubliée. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé absolument passionnant dans l'essai de Marie Jobonnet, le moment où elle explique que finalement, ces débats existaient, hein. Donc les débats sur le désir, le non-désir d'être mère existaient, mais ont été un petit peu éclipsés au profit d'une conception de la maternité qui serait associée, enfin de la féminité, pardon, qui serait nécessairement associée à la maternité. Et Marie Jobonnet cite dans ce contexte le nom d'Antoinette Fouque. Et ce passage, je l'ai trouvé absolument révélateur parce que effectivement, il y avait des débats, hein, et puis il y avait certaines figures, hein, notamment, alors une des plus connues, celle de Monique Wittig, qui ont abordé hein, toutes ces questions, mais qui finalement, enfin, dont le propos, les discours ont été minorés. Hein. Et là, je cite Monique Wittig, dont je ne parle pas dans mon essai, mais peu importe. Mais ce que je trouvais intéressant en réfléchissant à cet entretien-là, c'est que finalement, Monique Wittig est à nouveau redevenue célèbre, ou en tout cas à nouveau acquis une certaine notoriété au moment où elle est partie aux États-Unis. Hein. Et c'est à ce moment-là que la question de la dissociation de la figure de la femme et de la mère s'est posée dans un autre contexte. Et alors voilà, donc que ce soit l'exclusion en fait de figures qui ont abordé ces questions, cette question du si, hein, un enfant si je veux, ou l'idée que finalement les débats ont ressurgi bien plus tard, je trouve qu'effectivement il y a une forme de... Alors peut-être pas de non-dit, mais en tout cas de manque de dialogue au sein des grands mouvements féministes, en tout cas français, des années 70. Ouais. Marie Jobonnet. Oui, manque de dialogue également entre les générations. Parce que justement, c'est ce qui m'a frappé, le problème de la transmission de notre expérience. Tout d'un coup, vous avez par exemple Virginie Despentes qui écrit un livre sur King Kong Theory et qui écrit qu'il n'y a jamais eu de combat contre le viol, alors que nous, on avait mené en 1975-76 un grand combat contre le viol. Et tout ça, c'était parti à la trappe. Donc, moi, j'estime qu'il y a vraiment un problème de transmission entre générations et d'écoute réciproque des jeunes vis-à-vis des aînés et des aînés vis-à-vis des jeunes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai fait un livre sur la maternité symbolique, parce que justement, c'est ce qui permet d'authentifier l'expérience des aînés et de s'associer entre les jeunes et les aînés dans une réflexion commune, parce que nous avons des choses à apporter, les jeunes ont des choses à apporter, vous voyez, et je pense que c'est très important de rétablir le lien. Alors Marie Jobonnet, vous écrivez dans votre livre, il est devenu très difficile aujourd'hui de refuser d'enfanter quand on est femme. Vous parlez même de chantage à la fécondité qui s'exerce sur les jeunes femmes. Expliquez-nous ce que vous entendez par là et qui sonne, effectivement, dit comme ça, comme un recul. Mais oui, c'est le problème, vous voyez, c'est le développement des biotechnologies, le développement des PMA, des GPA, et qui fait que tout le pouvoir médical a repris la main sur le corps des femmes. Maintenant, la sexualité des femmes est sans arrêt sous contrôle médical. On nous donne des hormones à tour de bras.
que ce soit pour la PMA, que ce soit pour la ménopause et tout ça. Donc on a des corps qui sont infectés d'hormones. Et puis, ce sont quand même les médecins qui ont inventé l'idée de l'infertilité des couples. C'est-à-dire que quand, pendant un an, un couple n'a pas eu d'enfant, il est déclaré infertile et donc on le soumet à toute une procédure médicale pour avoir un enfant, pour faire des PMA, etc. Donc, vous avez cette pression des biotechnologies qui se présente en plus de ça comme un progrès, ce qui est quand même un comble. Parce que c'est quand même une domination, là, c'est le biopouvoir. Hein. Donc cette pression technique, donc soi-disant progressiste, vous avez ce marché extraordinaire des biotechnologies qui fait que tout le monde pousse, hein, parce que ce sont des nouveaux terrains. Et donc, maintenant, aujourd'hui, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est comme si elle n'était pas capable de s'intéresser, d'aller voir des médecins, parce que maintenant, on peut tout faire, y compris des enfants sans relation sexuelle. Alors, vous avez, depuis plusieurs années, expliqué votre opposition effectivement à la GPA surtout, mais aussi à la PMA pour toutes les femmes. Vous l'expliquez de nouveau longuement dans cet ouvrage. Et ce qui est intéressant, c'est que vous y voyez précisément une façon d'effacer la mère, la maternité. Vous qui défendez la libre maternité, vous trouvez qu'avec ça, on efface la mère. Alors expliquez-nous. Non seulement on efface la mère, mais moi j'estime que c'est une forme de matricide. Parce que... C'est très violent comme mot. Ah oui, mais le matricide, vous savez, dans notre histoire, malheureusement, on a eu beaucoup d'époques où le matricide était à l'honneur. Hein. Le problème, si vous voulez, c'est que j'ai un chapitre là-dessus sur remercier nos mères, savoir d'où l'on vient. On a tendance à effacer les mères, la filiation, justement. Notre société, bon, c'est une société patriarcale, donc c'est le père qui compte, c'est lui qui donne le nom, etc. Et donc, effacer la mère, c'est quand même effacer ce que les femmes apportent à l'humanité. Je veux dire, sans les mères, vous n'avez pas d'humanité. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Et la moindre des choses, c'est de reconnaître l'apport des femmes, non seulement d'un point de vue biologique, mais aussi d'un point de vue symbolique, parce que c'est quand même, je veux dire, c'est l'effacement du symbolique. C'est ça aussi qui m'a scandalisée dans la GPA, parce que maintenant, on parle de gestatrice. C'est quand même dramatique au niveau du langage. Chloé Chaudet, vous ne parlez pas, vous, dans votre livre de GPA, de PMA, et l'idée n'est pas de faire un débat là-dessus. Et d'ailleurs, pour le coup, vous expliquez que vous parlez encore d'injonction à la maternité, vous ressentez encore cette injonction à la maternité et vous ne la mettez pas, on va dire, sur le dos des biotechnologies, mais sur quelque chose qui est finalement dans le quotidien, dans les remarques que vous entendez au quotidien, sur les questions qu'on vous pose. Par quoi passe-t-elle pour vous, cette injonction à la maternité ? Oui, alors bon, si je devais peut-être résumer ça de manière assez synthétique, je pense que ce qui pose fondamentalement problème dans ce que je vis à l'image d'autres femmes dans ma situation, c'est cette résurgence de la norme du faire famille dans un contexte alors qu'on peut qualifier néolibéral. Alors, plus précisément, j'ai l'impression, qui n'est pas juste une impression, qui est étayée par quantité de travaux sur le sujet, que le modèle féminin qui prévaut aujourd'hui, et en particulier en France, c'est le double modèle de la mère qui est par ailleurs épanouie, ou du moins qui travaille, sans forcément être épanouie dans sa carrière professionnelle. Ça, c'est autre chose. Donc le double modèle de la mère qui s'occupe de ses enfants et qui travaille. Et ça, en fait, on n'est plus, si vous voulez, dans l'injonction à être une femme au foyer. Ça, c'est quelque chose qui est dépassé. C'est pas un modèle qui est valorisé, ce qu'on peut d'ailleurs également questionner, parce qu'après tout, c'est aussi une forme de travail que d'être ce qu'on appelle mère au foyer. Et donc, voilà, donc derrière, en fait, les questions, les remarques un peu indiscrètes qui me demandent, en fait, sans cesse de rationaliser mon choix, de me justifier,
je discerne une omniprésence toujours très très marquée de cette norme du faire famille, qu'elle soit hétéro ou homosexuelle d'ailleurs, hein. Là, j'ai notamment plusieurs amis qui ont réagi à la parution de mon livre, donc des amis en couple homosexuel, et qui m'ont dit, bah oui, cette injonction à la parentalité, on la reçoit aussi. Donc ça me semble dépasser finalement la question du féminin, hein, tout ça, même si, hein, bien évidemment, cette question est absolument fondamentale, mais voilà, je pense que c'est plus généralement la norme du faire famille et de considérer, surtout en ces temps actuels de crise, hein, que la cellule familiale constituerait une forme de refuge, de protection absolue. Et surtout que la transmission se limiterait à la cellule familiale, hein. Ça, c'est aussi quelque chose oui, que j'ai aussi trouvé intéressant dans l'ouvrage de Marie-Jo Bonnet, parce que en fait, je partage entièrement son opinion. Alors bon, sur la question PMA-GPA, j'ai passé un petit peu plus rapidement sur ces passages parce que ça m'intéressait moins, hein, dans l'optique de mon livre, mais sur la question en fait d'une transmission qui ne passerait pas forcément par un acte, ou en tout cas des capacités biologiques, C'est ça. qui pourraient s'incarner en dehors de la cellule familiale. Alors, je pense que moi, j'aurais davantage employé le terme de transmission, partage, voire de parentalité. Mais d'autre part, je comprends tout à fait la volonté de Marie-Jo Bonnet d'avoir voulu revaloriser symboliquement la figure du féminin, hein. Mais c'est vrai que... Oui, puis autre peut-être dernière remarque, mais sur la question des injonctions ou des justifications qui sont faites à mon non-choix, je suis très souvent confrontée à l'idée que finalement, je ne veux pas d'enfant parce que je suis une intellectuelle et que comme je ne procrée pas, il faudrait que je crée autre chose à la place, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très ancien, hein, qu'on trouve notamment dans Une chambre à soi, hein, de Virginia Woolf, où il y a aussi cette idée que finalement, pour avoir une chambre à soi, enfin, avoir une chambre à soi permet de devenir une brillante écrivaine, hein. Donc, en fait, il faut toujours trouver une raison, une justification, et on ne peut pas se contenter, en fait, d'entendre ce non-désir, sans se poser de questions, sans juger, hein. Il faut toujours qu'il y ait une forme d'explication, en fait, à ce non-choix. France Culture, La Grande Table, Chloé Cambrelin. Nous sommes toujours en compagnie de Chloé Chaudet, maîtresse de conférences en littérature comparée à l'université Clermont-Auvergne, dont le récit J'ai décidé de ne pas être mère est publié aux éditions de l'Iconoclaste, et de Marie-Jo Bonnet, dont le dernier livre, La maternité symbolique, être mère autrement, est publié chez Albin Michel. Alors justement, nous y arrivons à la maternité symbolique. Marie-Jo Bonnet, nous avons déjà commencé à en parler. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, je donnerai une petite définition. La maternité symbolique, c'est une relation sociale fondée sur la confiance. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le cadre universitaire, par exemple, où la relation entre le professeur et ses élèves, c'est un diplôme, hein. Là, si vous voulez, il n'y a rien. Il y a le seul but de cette relation sociale, c'est d'abord d'authentifier par l'exemple des aînés son propre désir de liberté et son désir de l'inscrire dans la société, dans des relations sociales. Et je pense que c'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de symbolique, parce que le symbolique, c'est ce qui fait tenir la société. C'est pas les familles, c'est le symbolique. Mais c'est donc bien reconnaître une forme de destin maternel chez les femmes, même si vous ne mettez pas forcément la question des enfants derrière. Ça veut dire quand même que toutes les femmes sont des mères, enfin, bien même des mères symboliques. La maternité symbolique, si vous voulez, c'est une façon de se mettre au monde, de mettre au monde l'enfant intérieur, de mettre au monde une œuvre d'art, un livre. Moi, je trouve très bien que ça soit valorisé, les productions culturelles, intellectuelles des femmes, on en a besoin. Elles ont besoin d'irriguer la société, de nourrir la société, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'autres nourritures que les OGM et que les PMA.
Et donc, on a besoin de réfléchir à ce que nous vivons. Et je pense que les femmes ont beaucoup à apporter dans cette espèce de... Comment est-ce qu'on pourrait dire? On a appelé ça le care aussi, vous voyez. On a aussi appelé ça, autrefois, on parlait des vierges miséricordieuses, c'est-à-dire prendre soin de notre société et de l'avenir de notre société. Et je pense que peut-être que les femmes sont moins prédatrices sur ce plan-là que les hommes qui continuent à vouloir faire du fric sur le dos de la terre. Alors, comment entendez-vous cela, Chloé Chaudet, vous qui expliquez, et vous l'avez dit aussi un peu tout à l'heure, mais vous l'expliquez bien dans votre livre, qu'il vous est désagréable de constater que si une femme n'a pas d'enfant, elle doit faire autre chose de très important, de créer autre chose comme pour compenser. Est-ce que vous entendez un peu cela dans ce que Marie-Jo Bonnet dit de la maternité symbolique? Oui, alors un petit peu, mais bon, cela dit, hein, je répète, je comprends tout à fait cette importance de revaloriser voilà, le féminin symbolique. Bon, alors d'autre part, sans entrer dans le cliché misogyne, hein, de femmes qui se crêperaient le chignon, là, expression sympathique, je pense pas que les femmes soient forcément moins prédatrices que les hommes, hein. Ça, on le voit très clairement dans mon livre, au moment où je raconte que ce sont sans cesse en fait des femmes Ce sont qui surtout des femmes, demandent très de- majoritairement Ouais, des femmes ouais, qui vous qui me demandent interrogent de sur votre... justifier quant à mon non-désir. Mais en fait, en entendant Marie-Jo Bonnet, là, je pense que j'entends exactement la même chose qu'elle quand moi je parle de sororité. Et là, en parlant de transmission entre les générations féministes, alors c'est un terme, hein, qui a été employé, là encore, dans les années 60-70, alors d'abord aux États-Unis puis en France, et qu'on peut définir de manière générale comme la volonté, l'ambition de prendre en compte d'autres expériences féminines que la sienne. Et alors dans une optique de partage, dans le but de s'inscrire, comme le disait Marie-Jo Bonnet, dans la société, et tout ça au service, alors pas d'un idéal qui exclurait les hommes, mais au service d'un idéal de solidarité un petit peu plus général. Et je pense de ce point de vue-là que finalement on dit la même chose, simplement... Voilà, moi je déconnecte vraiment la notion de création artistique, la notion de transmission, de partage, je la déconnecte de celle de la maternité, hein. À la rigueur, je pense que je pourrais employer le terme de parentalité, hein, une forme de parentalité symbolique. Je ne sais plus exactement en quel terme elle le formule, mais je sais que Tiffaine Samoyau, dans son dernier ouvrage sur la traduction et violence, associe aussi l'acte de traduction, la traduction littéraire, à une forme de procréation, de parentalité. Donc je me retrouve un petit peu là-dedans, mais simplement, je pense que je déconnecte ça tout simplement de la figure de la mère, en fait. Alors, Marie-Jo Bonnet, la sororité. Bah, évidemment. Mais la sororité, si vous voulez, ça met en relation des liens horizontaux. Et il ne faut pas oublier que les sœurs, elles ont une mère. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier, justement, quand on parle de sororité. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu avant nous, il s'est passé des choses. Et donc, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître la dette symbolique que nous avons vis-à-vis de nos aînés. Et ça, c'est très important à faire. Et c'est ce que notre société a tendance à oublier. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que vous insistez beaucoup sur cette dette, sur cette reconnaissance. Pourquoi est-ce si important? Et surtout, pourquoi dites-vous que ça n'existe pas? Mais parce qu'on efface l'origine. On efface la mère, on efface l'origine et on efface également toutes les expériences de maternité spirituelle qui existent parce que dans l'histoire, vous avez beaucoup d'exemples de mères spirituelles. Et moi, si j'ai fait ce livre, en fait, c'était parce que j'ai eu la chance de rencontrer Charlotte Calmis au Mouvement de libération des femmes, qui était peintre et poète. Et cette femme a eu énormément d'importance dans ma vie parce qu'elle m'a reconnue dans mon être. Ça, c'est très important à une époque où on est quand même un peu marginalisé. Et elle m'a aidée à grandir. Et c'est quand même, pour moi, c'est la fonction d'une mère symbolique. Et je donne d'autres exemples de mères, comme par exemple Madame Guyon, qui était la mère spirituelle de Fénelon. Vous savez que Fénelon, c'est lui qui a fait une éducation des filles. Et c'est pas par hasard que le lycée Fénelon porte son nom. Donc tout ça, c'est oublié. Il y a plein
plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais je ne savais pas que Madame Guyon était la mère spirituelle de Fénelon. » Vous voyez, on connaît Fénelon, mais pas Madame Guyon. Et donc, pour moi, c'est une manière de restituer leur apport dans la culture, dans le patrimoine commun, dans ce qui nous construit, en fait. Parmi celles qui sont citées dans votre livre, Marie-Jo Bonnet, et dans le vôtre, Chloé Chaudet, il y a Françoise d'Aubonne. Vous l'avez connue, Oui. Marie-Jo Bonnet, dès votre arrivée au MLF en 71, romancière, philosophe. Pouvez-vous nous parler d'elle et surtout nous dire pourquoi elle est peut-être importante dans cette discussion, elle qui a parlé la première d'écoféminisme? Ah oui, parce que Françoise, c'était une rebelle anarchiste, une espèce de force de vie. C'était extraordinaire, Françoise. Et en même temps, une force de conceptualisation de ce qu'elle vivait. Elle était très sensible, elle captait. Elle était capable de capter les mouvements sociaux qui étaient en train d'émerger. Et elle a fait une déclaration, elle a proposé de faire la grève des ventres tant que la planète serait exploitée. C'est-à-dire qu'elle a mis une équivalence entre l'exploitation des femmes et l'exploitation de la planète. Et c'est ça qui a donné naissance à l'écoféminisme. Elle est la première à l'avoir formulé en France. Et ça, c'était très important de pouvoir relier les deux, parce qu'elle était de gauche. Donc, il y a toute une réflexion également sur l'exploitation. Et donc, c'est dans ce sens-là. Et je suis très contente qu'elle soit redécouverte aujourd'hui, parce que vraiment, elle a beaucoup donné. C'est une de nos mères symboliques. Et ce que l'on nomme aujourd'hui éco-anxiété, en tout cas cette angoisse existentielle qui peut saisir face à la catastrophe climatique, qui peut parfois être avancée comme un argument par celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants, et puis parfois ça change. Voici Flora, une jeune femme mobilisée sur cette question climatique et qui témoignait dans LSD sur France Culture dans une série intitulée « La fin du monde et nous ». Il y a quelques années, j'aurais été beaucoup plus lapidaire. J'aurais dit « je veux pas d'enfants ». Et maintenant que j'ai rencontré Mathieu, je me repose la question. Pour moi, les enfants, c'est la vie, c'est l'espoir. Et même si je ne me fais pas d'illusions avec cet espoir, justement, pour moi, c'est pas du tout les lendemains qui chantent, demain tout ira mieux, si on se serre les coudes. Et c'est plutôt au contraire, les temps vont être durs, la vie sera rude, mais on a envie, en tout cas moi j'ai envie, de me dire que je vais aussi donner naissance, éduquer, aider à grandir un enfant qui, lui, apportera autre chose à ce monde qu'une volonté de détruire la nature, d'en extraire toutes les ressources, mais plutôt d'essayer de prendre soin de la vie, en fait. De sa vie, de la vie de ceux qui l'entourent, des oiseaux, des arbres. Avoir le choix, c'est aussi pouvoir changer de choix, et vous approuviez. Mais complètement. C'est la vie, elle a tout à fait raison. C'est la vie qui est importante. Merci beaucoup à toutes les deux. Marie-Jo Bonnet, La maternité symbolique, être mère, autrement est publié aux éditions Albin Michel. Je signale aussi la sortie de Gaïa et autres poèmes de Charlotte Calmis, dont vous nous avez parlé et que vous présentez. C'est aux éditions Interstice. Merci à vous, Chloé Chaudet. J'ai décidé de ne pas être mère aux éditions de l'Iconoclaste. Merci à vous deux et merci à l'équipe de La Grande Table, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Jean Bulot, Laura Dutèche-Pérez, Valentina Loin, Cathy Reynaud, Jeanne Aléos et Marianne Chassor, à la réalisation Thomas Beau, à la technique Florent Bujon. Demain à midi, c'est la critique autour de Lucille Como sur France Culture et lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Olivia Gesbert.